Pour un retour au régime civil au Gabon après 19 mois de transition, 8 candidats ont pris le départ de la course au fauteuil du président de la République. Enjeu politique de la présidentielle de 2025, pertinence et faisabilité des projets de société. C'est le thème de notre grand débat du soir de ce jour. Monsieur Ntera Nsem Obiang, porte-parole du candidat Joseph Laponsé Singone, et Monsieur Djodjoumi Moubasango, lui, il est le porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, sont mes invités. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, c'est moi. Alors, nous avons entamé, il y a également. quelques jours déjà, la course au fauteuil du président de la République pour sortir définitivement de la transition amorcée le 30 août 2023. Peut-être tout de suite, avant de rentrer dans le plein pied du débat qui nous réunit ce soir, revenir sur l'enjeu de cette présidentielle pour le peuple gabonais tout entier. Monsieur Ntera, on va vous donner la parole. Oui, je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs de Gabon 24, adresser mes respectueuses salutations à Monsieur le Président Singone, que je représente ici, ainsi qu'à nos amis et nos sympathisants partout où qu'ils se trouvent. D'accord. Oui. Alors, quel était l'objet de votre question? La question est de savoir quel est l'enjeu aujourd'hui de cette présidentielle, puisqu'on rappelle quand même que depuis le 30 août 2023, le Gabon est dans un régime particulier, on est en pleine transition. Alors, quel est l'enjeu principal pour le peuple gabonais et pour la démocratie de notre jeune nation? L'enjeu pour le peuple gabonais, c'est l'enracinement de la démocratie et le respect de sa souveraineté. C'est-à-dire, j'estime que la démocratie gabonaise est balbutiante. Elle n'a jamais pu décoller pour des raisons que chacun connaît. Il n'y a jamais véritablement eu d'alternance à la tête de l'État. Donc, s'il n'y a pas d'alternance à la tête de l'État, j'estime qu'une démocratie n'a aucun sens. Ou que nous nous sommes toujours retrouvés sous un régime d'autocratie. Parce que n'ayons pas peur des mots. La démocratie n'existe pas. Pour ce qui me concerne. Au Gabon. Au Gabon. D'accord. Ni même pas. Elle est peut-être, le Gabon est peut-être en voie de démocratisation, mais chaque fois, cette démocratisation a été mise à mal par les différents pouvoirs, les pouvoirs successifs. Voilà un peu, pour moi, l'enjeu. C'est d'enraciner la démocratie. Pourvu que la fameuse tour de Pise dont on parle depuis des années ne penche toujours pas ne penche toujours pas du même côté. J'en ai bien peur. D'accord. C'est quoi la fameuse tour de Pise en question dont vous parlez? Et vous parlez de quel côté? Oui, la fameuse tour de Pise, c'est que à chaque élection, c'était toujours le même, ou bien le même camp qui était toujours élu. D'accord. Hein? Et c'est ça qu'on appelle la tour de Pise, parce que quel que soit l'élu, à chaque élection, c'est toujours le même. Donc, je parle donc de tour de Pise. D'accord. Alors, Monsieur Djoumi, à vous, quel est, pour vous et pour votre candidat, le principal enjeu de cette présidentielle du 12 avril? D'abord, la première chose, je voudrais saluer mon aîné ici présent et rassurer les téléspectateurs que ce débat va se passer dans la pure tradition gabonaise, c'est-à-dire que le respect des aînés est important, donc j'observerai une attitude très respectueuse. C'est d'ailleurs une des valeurs que défend notre candidat. Vous avez pu l'observer tout au long de la campagne, de ses prises de parole. Il s'entoure souvent d'un certain nombre d'aînés et il leur accorde le respect dû à leur rang et à leur âge. Maintenant, en ce qui concerne les enjeux, je pense qu'il y a un enjeu de souveraineté. Parce que c'est important pour notre pays de revenir à l'ordre constitutionnel pour établir la puissance de la signature Gabon, parce que le coup de la libération que nous avons observé le 30 août nous a quand même mis au banc des accusés sur le plan international, donc il faut revenir très rapidement à l'ordre constitutionnel. L'autre enjeu,
c'est un enjeu économique. Les choix économiques qui vont être faits par les uns et les autres. Le président de la transition, donc l'actuel candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, propose une idée très claire sur le plan économique, une économie très forte, la souveraineté économique. On en parlera tout au long de cette émission. La diversification économique. Et le troisième enjeu, c'est bien sûr d'être capable de rassembler les Gabonais et les Gabonaises. Parce que nous avons vécu une ère où nous avons été opposés pour des raisons politiques, même à l'intérieur de nos familles, nous avons été divisés. Donc l'enjeu pour celui qui va s'admettre à cette élection présidentielle, et je souhaite que ce soit le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est de pouvoir rassembler et la classe politique et l'ensemble des citoyens gabonais et gabonaises. D'accord. On va, avant que de revenir de plein pied dans les différents programmes, on va essayer de toucher quelques pans. Vous avez parlé de cette volonté du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema d'unir les Gabonais. Faut-il unir les Gabonais à tout prix? Je vais expliquer ma question parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Gabonais se posent la question et se demandent finalement, est-ce que nous sommes dans cette transition, est-ce que nous sommes dans cet renouveau voulu, souvent prôné par les autorités quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des coordinations de campagne ont à leur tête ou à leur sein des anciens PDGistes, le PDG qui a été exclu de toute activité. Bon, la première chose, c'est qu'il est faux de dire que la plupart des coordinations sont dirigées par les compatriotes. Même si elles ne sont pas dirigées, mais au moins au sein de ces différentes coordinations, on trouve quand même d'anciens PDGistes. Donc, je répète ce que je viens de dire. Il est faux de penser que la plupart des coordinations sont dirigées par des PDGistes. L'idée défendue par le président de la République, donc le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, est une idée d'inclusivité, parce que je pense que mon père ici présent ne va pas me démentir lorsqu'on veut construire un village. En dépit des difficultés qu'on peut avoir, en dépit du caractère des hommes et des femmes de ce village, lorsqu'on veut construire un village, on ne le construit pas contre une partie de sa population. Et ce que nous avons déploré dans le régime ancien, c'était la division. C'était de diriger exclusivement avec des personnes qui étaient favorables à ce régime. Donc je pense qu'arrivé au pouvoir, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a pensé qu'il pouvait justement travailler avec toutes les bonnes volontés. Maintenant, notre pays a une justice. Si des gens se sont rendus coupables d'un certain nombre de crimes, la justice va s'emparer de ces cas-là. Mais en tout cas, en ce qui concerne le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, il ne regarde pas les Gabonais avec les lunettes politiques, c'est-à-dire étiqueter chaque Gabonais, qu'on soit du Parti démocratique gabonais ou d'autres partis. Il essaie de rassembler et de construire notre édifice nouveau. Et donc, je pense que c'est l'idée d'inclusivité qui se poursuit. D'accord, on va parler de... Oui, allez-y, oui, monsieur. Oui, je voudrais apporter quelques éléments de réponse au propos de mon cadet. Rassemblement ne veut pas forcément dire que l'on accepte tout le monde. Mon candidat est également un candidat de la rupture et du rassemblement. Mais ce que nous constatons ces derniers temps, et depuis l'arrivée du CETRI au pouvoir, en fait, ce pouvoir de transition, c'est que c'est tous les anciens, les PDGistes, comme on dit, bon, au PDG, tous ces anciens PDGistes qui font partie du système Bongo, ce système qu'il a renversé, ce sont ces mêmes qui s'agglutinent autour de lui. Et cela est troublant. Cela fait que le peuple gabonais se pose des questions. Comment se fait-il qu'on a renversé un système et que ceux de ces systèmes-là ne soient pas mis aux arrêts, parce qu'on sait qu'il y a eu de nombreux crimes économiques, des détournements de fonds publics, des crimes même de sang, voire même des crimes rituels.
Donc, nous sommes étonnés, l'ensemble du peuple gabonais est étonné que, autour du président Oligui, cohabitent encore tout cela que les Gabonais ne veulent même plus sentir et qui devraient rendre des comptes pour leur gestion des affaires publiques au Gabon. Est-ce que vous pensez que tous ces anciens PDG se sont rendus coupables N'empêche que la plupart se sont rendus coupables et nous les connaissons. Même le moins jeune Gabonais les connaît. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu, parmi ces anciens barons ou tous ceux qui ont servi le régime Bongo PDG, renversé par le président Oligui, il n'y a jamais eu un seul qui ait été mis aux arrêts. Ou en cause. Peut-être aux arrêts surtout. Parce que nous avons aussi une justice. Lui a parlé tout à l'heure d'une justice, a parlé de notre justice. Mais nous dénonçons un peu cette timidité de notre justice qui n'agit pas, puisque le ministère public, même quand le ministère public a quand même le droit d'arrêter des gens qui se sont rendus coupables de graves délits. Ce n'est pas le cas, mais nous les retrouvons encore tout autour du président Oligui. Monsieur Ntira, vous conviendrez quand même que depuis l'avènement du CTRI, on a quand même, il y a quelques Gabonais qui aujourd'hui sont aux arrêts parce que la justice... oui, monsieur... Non, je pense que... mais je réponds quand même à votre question. Quand il y a eu quelques-uns qui ont été mis aux arrêts, c'est tout simplement parce que c'est... Vous aurez souhaité que l'ensemble des PDG... C'est parce qu'entre eux, il y a eu des règlements de compte. Vous pensez que... vous aurez souhaité que l'ensemble des PDG soient mis aux arrêts peut-être pas l'ensemble, mais ceux qui se sont rendus coupables, il y en a. Mais il y a une justice, M. Doumi le disait, M. Ntira, il y a une justice. On va laisser la justice... Nous pensons que cette justice-là aussi est aux ordres, puisqu'elle n'agit pas. Monsieur Doumi, on va... D'abord, première chose, je voudrais rectifier. Ces compatriotes-là ne sont majoritaires nulle part, ni à l'Assemblée nationale, ni au gouvernement, ni dans les autres institutions. Ce que mon père Ntira est en train de dire, c'est qu'il aurait dû arrêter certains candidats. Parce que c'est exactement ce que vous demandez. Parce que si on avait appliqué ce que vous demandez, certains ne seraient pas candidats aujourd'hui. Vous savez et vous comprenez de qui je parle. Donc je pense qu'il faut établir les responsabilités. Si des gens se sont rendus coupables d'exactions, la justice va s'en occuper. Mais au nom d'une revanche politique, on ne peut pas se mettre à écarter l'ensemble des Gabonais et des Gabonaises. Et ce qui est valable au Gabon, mon père, très cher aîné, a été valable en Afrique du Sud. Lorsque Nelson Mandela est arrivé, il n'a pas mis de côté l'ensemble des personnalités qui ont travaillé avec Frédéric de Klerk. Je pense que en responsabilité et avec la sagesse que vous nous avez communiquée, j'ai tout de même la prétention d'avoir grandi au village. Je pense qu'on ne peut pas construire notre pays de cette façon. Donc le candidat qui est le nôtre ne construira pas notre pays contre une partie de la population gabonaise. Sinon, on n'aurait pas eu face à nous les candidats que vous connaissez. Donc ce que vous demandez... on va essayer d'évoluer. On va essayer d'évoluer. On ne va pas rester sur cette question des candidats. On ne va pas rester sur cette question, M. Ntira. On vous donne 30 secondes. Vous savez que mon candidat, M. Joseph... Qu'est-ce qu'il pense justement de cette... La pensée Singon a une priorité. Oui. C'est le respect de l'autorité de l'État. Vous voyez, la moralisation de la vie publique. Alors, je ne parle pas d'arrêter l'ensemble du peuple gabonais. Des gens qui sont au village ou bien le Gabonais lambda ne sont pas responsables de la gestion de ce pays. Vous parlez des pédagistes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, l'exemple de Mandela, justement, ne coïncide pas, n'est pas tout à fait approprié pour le cas du Gabon. Parce qu'en fait, mon cadet... disons, comparaison n'est pas raison, dit-on. Mais, en fait, vous parlez de ceux qui se sont rendus coupables de graves délits au sein du pays. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que mon candidat, M. Singon,
est nouveau en politique. Il vient de faire son entrée en politique. Il ne traîne aucune casserole. D'accord, monsieur, on va essayer d'évoluer parce que nous n'avons pas assez le temps. On est venu pour parler justement de vos candidats, des projets de société proposés par vos candidats. Monsieur Tira, s'il vous plaît. Monsieur Tira, s'il vous plaît, sinon vous n'aurez pas de temps pour parler de votre candidat et les différents projets proposés. Je vais quand même. On va essayer d'évoluer, monsieur Tira. On va essayer d'évoluer. Personne n'a dit qu'on devait arrêter l'ensemble des Gabonais. Ce n'est pas l'objectif. Ce que monsieur Dioumi dit, c'est que son candidat, lui, a décidé de ne pas écarter les Gabonais qui puisaient parce qu'on a appartenu à X ou Y. Monsieur Tira, vous avez parlé de la restauration. Monsieur Tira, vous avez parlé de la restauration, vous avez parlé de la restauration de la démocratie. Qu'est-ce que votre candidat, qu'est-ce qu'il compte faire? Quels sont les mécanismes qu'il compte mettre en place justement pour que cette démocratie-là soit restaurée, pour que le Gabon soit véritablement un pays démocratique? Parce que selon vous, il n'y a pas eu de démocratie jusqu'aujourd'hui, de 1960 à nos jours. Le Gabon, on n'a jamais vécu une véritable démocratie. Qu'est-ce que vous proposez? Justement, la dernière fois, j'ai voulu, lors de notre dernier débat, j'ai voulu faire l'historique de la démocratie gabonaise, mais malheureusement, ils m'ont rapidement coupé. Justement, parce que si on passe du temps à parler des Gabonais qui devaient être en prison, ça va être difficile. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur Tira? Il faut que les téléspectateurs gabonais comprennent les enjeux, qu'ils comprennent. Monsieur Tira, malheureusement, nous sommes sur un plateau, et sur un plateau télé, il y a un temps à respecter. Alors, il va falloir qu'on essaie de vite avancer pour pouvoir transmettre la pensée, justement, de votre candidat, Joseph Lapensée. En fait, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les mécanismes qu'il a prévu mettre en place pour que la démocratie soit réelle au niveau de notre pays? Et justement, je reviens sur mes propos précédents. Oui. Alors, lui, le candidat Essingon, propose de rétablir, de restaurer l'autorité de l'État. D'accord, oui, on l'a vu. Il propose la moralisation de la vie publique. Comment le faire? Comment? De manière concrète, qu'est-ce qui a été prévu? De manière concrète, il faut mettre en place des institutions qui soient respectées par ceux qui les dirigent. D'accord. Il faut un pouvoir qui, d'abord, respecte ces institutions, parce qu'en fait, les institutions ne posent pas problème. C'est quoi le problème? Le problème sont les hommes. D'accord. Oui. Est-ce que ce sont des nouveaux hommes? C'est toujours les mêmes Gabonais, M. Tira? C'est toujours les mêmes qui, comment faire pour restaurer la pensée? Qui seront aussi au présent. Comment faire pour restaurer les pensées, justement? Justement, il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique. D'accord. Comme dit mon candidat. Il faut qu'il y ait une volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique et s'il n'y a pas d'instauration de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'autorité de l'État. La restauration de l'autorité de l'État. Oui, rien ne peut marcher. D'accord. Parce que comment voulez-vous être dans une république où on vous dit on peut nommer, on peut faire d'un chien un ministre? Ça ne peut pas marcher. Quel que soit de tous les domaines, s'il n'y a pas de restauration de l'autorité de l'État, s'il n'y a pas de moralisation de la vie publique, pourquoi on met des gens qui sont moralement responsables, qui sont propres, qui veulent assainir tout ce qui tourne autour. Monsieur Tira, de manière concrète, on a compris que la pensée veut restaurer l'État au niveau du Gabon. Les mécanismes, de manière concrète, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, justement, l'État de droit soit restauré au Gabon? Mais il faut déjà une volonté politique. D'accord. S'il n'y a pas de volonté politique, même de la part du chef du CETRI, il n'y aura jamais de bonnes institutions au Gabon. D'accord. Il n'y en aura jamais. Monsieur Dioumi? Je voudrais reprendre la question. D'abord, il est juste de dire que le candidat que je défends a déjà commencé la restauration de la démocratie gabonaise. D'abord, première chose, nous nous positionnons comme étant des bâtisseurs. Parce que lorsqu'on examine un peu l'histoire de notre pays, entre les années 60 et la fin des années 80, il y a eu la volonté de la nation gabonaise de pouvoir construire des grandes infrastructures, les boulevards, la transgabonaise, certaines télévisions. Ensuite, en 1990, avec la conférence nationale, il y a eu la volonté de notre pays de bâtir une démocratie, d'aller vers la démocratisation de notre pays.
Et la dernière partie du rêve gabonais, c'est bien sûr le rêve de pouvoir diversifier l'économie gabonaise. Donc nous avons besoin d'un bâtisseur parce qu'il faut non seulement bâtir des édifices, bâtir la démocratie gabonaise et bâtir l'économie gabonaise. En ce qui concerne la démocratie gabonaise, le premier pilier, c'est la Constitution. Nous venons de bâtir cette nouvelle Constitution qui a été plébiscitée. Vous pensez que c'est un grand pas justement vers la restauration de cette démocratie? Et la Constitution gabonaise et le Code électoral, c'est vraiment un pas important dans la démocratie gabonaise. Parce que, imaginez-vous, et je pense que mon père ici présent ne va pas me démentir, qu'est-ce que ça voulait dire de voter un président en même temps de voter un député? Est-ce que c'était normal de le faire? Non. Nous avons, en tant que Gabonais, le droit de choisir soit notre président, soit notre député, ou les deux, mais pas en même temps. Donc ce qui a été fait avant a été rejeté par l'ensemble de la population gabonaise. Donc nous ne nous présentons pas en tant que candidats pour des projections. Nous avons démarré avec le référendum, avec la Constitution, avec les concertations, avec les contributions des Gabonais, et nous demandons aux Gabonais et aux Gabonaises de poursuivre cette œuvre de construction de notre nation, de nos édifices, de notre démocratie. Et tout de suite, quelle serait la suite justement si jamais au soir du 12 avril prochain, Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République? Ce serait quoi la suite justement pour consolider tout ce qui a commencé à être fait? D'abord, la suite, ça fait une grande différence entre quelqu'un qui gère une transition et quelqu'un qui est élu démocratiquement. Sur le plan international, ça fait une grande différence. Je pense qu'il faut féliciter le président, actuel candidat, bâtisseur en chef. On peut faire dire candidat ici. Dans sa capacité d'avoir pu mobiliser des moyens pour résoudre un certain nombre de problèmes de Gabonais. Parce que l'idée était de restaurer les institutions et de restaurer la dignité du peuple gabonais. Mais il fallait quand même aller vers le quotidien des populations. Est-ce que vous pensez que les institutions ont été restaurées? Moi, je pense que mon fils tout à l'heure disait que je serais d'accord avec ce qu'il disait. Et je dis à mon fils que je ne suis pas tout à fait d'accord parce que une constitution, c'est la loi fondamentale, c'est la mère des lois. C'est la mère des lois. C'est elle qui régit la vie politique, la vie tout court. La vie tout court dans une nation. Et on ne peut s'amuser avec elle. Et je pense qu'une constitution, d'abord, je le disais tantôt dans un débat à Gabon à la Une, Gabon Première, sur nos confrères, plutôt, qu'une constitution est impersonnelle. Hein? Il est intemporel. Il est inclusif. Or, la constitution que nous avons au Gabon exclut une catégorie de personnes, plusieurs de nos compatriotes. Ça n'est pas dans la constitution de dire que à tel âge ne peut se présenter. Non, c'est au peuple de décider. Si quelqu'un, vous avez donné l'exemple d'Afrique du Sud, c'est pour ça que je suis un peu dubitatif quand on va prendre des exemples à l'extérieur. C'est le peuple qui a décidé. Non. Monsieur Tira, laissez-moi développer mon argument. Quand on a vu aux États-Unis l'autre qui vient de partir, Joe Biden, et qu'un autre vient de le remplacer, qui a à peu près 78 ans, Monsieur Trump, mais c'est au peuple de décider que non, tel ou tel ne fait plus l'affaire. Mais le peuple a décidé, M. Tira, cette constitution a été soumise au référendum. Ça a été soumis au référendum. Il l'a emporté. Vous qui parlez de démocratie, le oui, il a quand même emporté lors de ce référendum. Il a emporté, mais comment? Il y a eu quand même une forte abstention. Ça, c'est vous qui le dites. C'est pas moi qui le dis. Officiellement, c'est parce que les chiffres. C'est parce que les chiffres. Lui, il le sait. C'est parce que les chiffres du ministère de l'Intérieur dit. Vous savez, quand on veut, comment dire, je ne dirais pas violer quelque chose, ou bien quand on veut imposer quelque chose, on y trouvera toutes les raisons. En plus, quand on veut parler de ce référendum, vous croyez que nos papas qui sont au village ont pris la nature, est-ce qu'ils se sont même approprié le sens d'un référendum? Est-ce que je peux... En plus du fait que
En fait, on a même fait voter parce que moi... on n'a pas fait voter, monsieur. Je ne peux pas vous permettre de dire morts. ça sur ce plateau. Moi, je le dis parce qu'il y a des preuves sur pour quoi ça. pour dire qu'on a fait voter les morts? Monsieur Ntira, mais c'est grave ce que vous dites, monsieur Ntira. Je ne peux pas vous permettre, s'il vous plaît. Monsieur Ntira, mais justement... Je ne peux pas vous permettre parce que vous n'avez aucune preuve. Elles sont où? Elles sont où? Mais je ne les ai pas ici, ce n'était pas des preuves. Monsieur Ntira, les gens ont vu des gens voter au référendum. Qui a vu? Le bourrage. Monsieur Ntira, s'il vous plaît. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Monsieur Ntira, s'il vous plaît. Monsieur Ntira, s'il vous plaît. Monsieur Ntira, il n'est pas question d'opposition ou de majorité. Ici, tout le monde est indépendant. Je peux réclamer l'indulgence de mon père pour que je puisse... Monsieur Jimmy, avec le respect que vous on va demander à la régie de mettre la transition et puis on va se retrouver derrière pour la deuxième partie de notre émission. Oui, quand je veux m'exprimer, il m'empêche. Et puis, on va marquer une petite pause. Vous savez, on va marquer une petite pause et puis on se retrouve derrière pour la deuxième partie de notre émission. Je suis un peu dans le journalisme, mon fils. Je suis un peu dans... Voilà, retour sur ce plateau, toujours avec nos invités. Monsieur, c'était un peu houleux lorsqu'on refermait cette première partie, parce qu'on parlait justement de la restauration de la démocratie. Monsieur Ntira a dit pas mal de choses, justement, en ce qui concerne cette restauration. Est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Il est revenu sur la question de notre constitution, votée par référendum le 16 novembre dernier. Il n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce qui a été fait, même s'il avoue qu'il y a certaines avancées, mais quand même beaucoup de choses à redire, M. Dioumi. Bon, écoutez, d'abord, le débat sur la Constitution a eu lieu. Je pense que nous avons suivi un processus extrêmement inclusif avec le dialogue, d'abord les contributions des Gabonais, le dialogue national, donc ensuite la rédaction de ce projet de Constitution, la soumission de ce projet de Constitution au Parlement, et ensuite le référendum où les Gabonais ont adopté la Constitution à peu près 91%. Donc je pense qu'en effet, toute œuvre humaine est perfectible, mais le débat a eu lieu. Il y a eu un débat sur l'exclusion de certains candidats, parce qu'au départ, il s'agissait de seulement être de père et de mère gabonais pour se présenter à l'élection présidentielle. Les Gabonais se sont levés, on a débattu au niveau du Parlement et de l'Assemblée nationale. J'ai pris la parole personnellement sur cette question. J'estimais qu'il fallait rassembler la plupart de nos enfants. Et lorsqu'on est un oncle, par exemple, on ne voit pas si un enfant a été fait par un étranger, mais on voit que l'enfant est l'enfant de notre sœur ou l'enfant de notre frère. Donc sur le plan de la Constitution gabonaise, le débat a eu lieu. Les Gabonais se sont prononcés clairement. Maintenant, s'il y a des choses à revoir, peut-être à l'exercice de cette Constitution, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura voté notre président, qu'on commencera vraiment à faire fonctionner le pays, si la société gabonaise, à travers des partis politiques ou à travers des institutions, remarque qu'il y a une difficulté quelconque par rapport à l'exécution d'une loi, il est possible de revenir, sauf sur les intangibilités, mais il est possible de revenir. Mais pour l'instant, le débat, je pense qu'il est clos, parce que les Gabonais ont tranché, parce que le processus a été inclusif, et je pense que tout ceci est à mettre au crédit du candidat bâtisseur. D'accord, voilà. on va essayer d'évoluer, monsieur. Oui, alors je voulais dire à propos de cette Constitution que, voyez-vous, cette Constitution accorde tous les pouvoirs, trop de pouvoirs, à un homme. Peu importe l'homme, hein. Ça pourrait être moi, lui ou même vous. Donc c'est une constitution, en fait, c'est
une restauration même d'une sorte de dictature. Alors qu'en fait, il aurait été mieux d'évoluer dans un régime parlementaire. En fait, c'est ce que propose même mon candidat. Oui, parce qu'une constitution ne peut donner autant de pouvoir à un seul homme. Et ce qui fait que dans le pays, on parlera par exemple de l'indépendance de la justice, lorsque l'exécutif est beaucoup plus fort que le législatif, que le judiciaire, que même la presse, parce que la presse c'est le quatrième pouvoir, hein, et que toutes les institutions de la République sont soumises à l'exécutif, à un seul homme. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de dire quels sont les mécanismes à mettre en place pour avoir une bonne démocratie ou de bonnes institutions. Ça ne pourra jamais marcher. Et je vous le dis parce que, je prends l'exemple de la justice, le Gabonais lambda ou tout Gabonais hein, se sent toujours frustré devant les jugements de justice. Rendus par les justices. Hein, voyez-vous? Et le magistrat même qui est nommé et qui sait qu'il est redevable à celui qui l'a nommé ne peut être que l'exécutif. Il a comme une espèce de Damoclès qui plane sur sa tête. Il ne va jamais faire du bon travail. Hein, et parce qu'il sait qu'il dépend de quelqu'un et que c'est à ce quelqu'un-là qu'il est redevable et ça ne marchera jamais. D'accord. Et si le candidat Joseph, la pensée Senghor est élu au soir du 12... S'il est élu, il mettra en place, par exemple, concernant la justice, un organisme qui s'occupe de nommer les magistrats. D'accord. Pour ne pas que les magistrats soient redevables à l'exécutif. Parce que tant que les magistrats dépendent de l'exécutif, comme de tout le monde au sein de la République, hein, on ne pensera qu'à sa place, à préserver sa place, à préserver ses privilèges et à ne pas faire le travail que les Gabonais attendent d'un bon gouvernement. Et c'est pour cela que je disais tantôt que tant qu'il n'y a pas tant qu'au Gabon, il n'y a pas de moralisation de la vie publique, ni de restauration de l'autorité de l'État, ou avec une volonté politique du pouvoir, il n'y aurait jamais d'institution, rien ne marchera. Même sur le plan économique, sur tous les plans, parce que tout ce qui concerne la nation, que ce soit l'économie, l'éducation, la justice, tout tourne autour de la loi. Oui, de la moralité de la vie publique, en fait, et de la restauration de l'autorité de l'État. D'accord. Oui, on aura beau prendre, comme le dit mon petit frère ou mon fils, on aura beau prendre des décisions pour nous construire une bonne économie libérale, mais tant que ce sont des bras cassés, ce sont des gens qui sont placés là parce qu'en fait ils sont redevables au régime, ou bien on laissera de côté tout ce qui peut faire du bon travail. Hein. Moi je pense que c'est un peu ça. Bon, je voudrais simplement dire que en ce qui est de la restauration de l'autorité de l'État, je pense qu'elle a commencé, parce qu'il y a un certain nombre d'exemples dans notre pays qui ont bien montré que l'État peut prendre la main. D'abord dans le domaine économique, où l'État a repris la main sur un certain nombre d'entreprises dans le secteur du pétrole, à Salah, Tullow Oil, ça c'est un exemple, parce que l'État doit être capable quand même d'augmenter sa production pétrolière. Nous sommes un État pétrolier, donc il est inconcevable que nous n'ayons pas la main sur un secteur aussi stratégique. D'un autre côté, vous avez vu cette situation où une école avait été réquisitionnée par certaines personnes, on avait démoli une école. L'autorité de l'État a parlé, parce que cette parcelle de terre a été réquisitionnée pour le service public, une école y a été construite. Je pense que c'est l'autorité de l'État. Pour revenir sur le régime politique, le régime présidentiel, mon aîné ici, qui naturellement est plus âgé que moi, sait très bien que pendant de nombreuses années, nos premiers ministres nous ont raconté des histoires. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas le pouvoir sur l'action gouvernementale et qu'en réalité, le poste de Premier ministre ne servait à rien. Et donc les Gabonais ont tranché. Ils ont décidé de partir de ce régime semi-présidentiel pour un régime présidentiel. Mais
je m'inscris en faux dans ce qui est du trop grand pouvoir du président. Parce que même dans la constitution de notre pays, il y a un certain nombre de postes stratégiques qui vont être contrôlés par le Parlement. C'est-à-dire qu'il va avoir une proposition de nomination du président de la République, ensuite entérinée par le Parlement, comme cela se fait aux États-Unis. Il y a aussi au niveau, pour parler de la justice, le juge du siège, qui est inamovible, parce que ce qui se passait avant, parce que le juge du siège, c'est celui qui rend la décision. Ce qui se passait avant, c'est que n'importe quel homme politique pourrait mettre une pression sur le juge du siège, donc celui qui rend la décision, alors qu'aujourd'hui, la constitution gabonaise est très claire sur le caractère inamovible de ce juge-là. Et on peut parler aussi de l'autonomie de certaines juridictions, autonomie financière, parce qu'on suppose que ce qui faisait qu'il y avait quand même une mainmise de certains hommes politiques, c'était peut-être les finances, donc on va progressivement. Mais maintenant, je suis d'accord, là où je suis d'accord avec mon oncle et père et aîné ici, c'est que nous devons, mis à part la restauration des institutions, mis à part la restauration de la dignité du peuple gabonais, nous devons aller progressivement vers la restauration des mentalités. Et pour restaurer les mentalités, c'est simple. La première chose, c'est qu'il faut être exemplaire. C'est-à-dire que la tête est importante. Je pense, à mon humble avis, que le candidat que je défends, le bâtisseur, est un homme exemplaire, un homme qui a du cœur, parce qu'on pensait à un moment qu'en politique, il ne fallait pas avoir du cœur. Il a du cœur, il a une proximité avec les populations, il est pragmatique dans ce qu'il dit et ce qu'il fait aussi, parce qu'il a un bilan, il y a ce qu'on appelle dans le projet les acquis de la transition. Et à côté de l'exemplarité des hommes qui vont occuper des responsabilités, il y a que la société civile, qui a un statut dans la constitution gabonaise, doit s'impliquer. Et toute société évoluée doit avoir ses aînés qui parlent aux plus jeunes. Et je pense que c'est notre rôle, moi, à la suite de mon aîné ici, d'aller dans les écoles, d'aller dans les quartiers pour discuter de la responsabilité, de la capacité de nos jeunes à être beaucoup plus responsables face aux enjeux de notre pays, face à leur avenir. D'accord, voilà. on va essayer d'évoluer, M. Tiral, permettez-moi, on va parler de l'économie et de sa diversification, justement, puisque la dépendance aux hydrocarbures a longtemps été un frein à la diversification économique au niveau du Gabon. Quels secteurs seront prioritaires dans la transformation de notre économie, selon le... Eh bien, dans ce sens, il faut plutôt parler de souveraineté économique. Parce que le Gabon, en termes de souveraineté, n'en a aucune, et dans aucun secteur. Prenez au niveau politique, nous ne sommes pas indépendants. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est une indépendance de pacotille, de façade, puisque les décisions qui président à la gestion du pays sont prises ailleurs. Et quand elles ne plaisent pas, donc c'est le peuple gabonais qui est perdant. Alors, en parlant de souveraineté économique, je voudrais souligner même une chose. Vous voyez, nous qui sommes dans le Gabon profond, c'est-à-dire dans le Gabon qui vit la réalité difficile de tous les jours. On a parlé la dernière fois du panel de la ménagère. Bon, nous avons le petit commerce au Gabon. C'est pour ça que je vous parle déjà de souveraineté économique. Je n'irai même pas encore au niveau pétrolier, au niveau du pétrole. Et là-dessus aussi, c'est un peu une vue de l'esprit. Mais j'irai tout simplement ce qui concerne les Gabonais dont vous aimez à dire qu'ils ont tranché, ils ont tranché. Le peuple gabonais même, qui vit même la dure réalité. Vous voyez, on n'a même pas ce minimum-là de souveraineté économique. Parce que même le petit commerce, pour lequel certains pays, même voisins, ont pris des décrets, n'appartient même pas aux Gabonais. Parce que certains pays, ça n'est pas cela être... Et qu'est-ce que votre candidat propose, le dire, ce justement? n'est pas... Mais c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Le dire n'est pas d'être peut-être anti-étranger ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, je suis un panafricaniste pur et dur. Donc, vous voyez, vous allez au marché Momboué, tout appartient aux non-nationaux. Vendredi dernier, quand on me le disait, je n'y croyais pas. J'envoie un enfant me chercher du pain.
Il n'y avait pas de... Toutes les épiceries, comment on a pu mettre un pays, la destinée de tout un pays, en permanence, entre les mains des non-nationaux. Ça ne se fait nulle part. Dans ce petit commerce-là, vous allez au marché, ce n'est même pas les Gabonaises qui sont aux premières loges. Au contraire, c'est même des expatriés qui permettent aux Gabonais d'avoir une place à gauche ou à droite. Ou quand la Gabonaise ne fait pas ce qu'il faut, on la met un peu de côté. Donc, nous n'avons aucune souveraineté nulle part. Donc, il faut restaurer cette souveraineté, même économique, de dire que même l'économie, comme on dit, le petit commerce, les épiceries, les ceci, tout cela appartient d'abord aux Gabonais. Voyez-vous? Parce que dans ma contrée, quand j'ai grandi, tous les boutiquiers, on les appelait comme ça à l'époque. C'était nos parents. Mais aujourd'hui, aller à l'intérieur du pays, vous n'avez pratiquement plus de commerçants gabonais. Donc moi, je pense que, comme l'a dit mon jeune frère, vous parlez de grandes choses, mais commencez par des toutes petites choses qui font la vie quotidienne de l'homme gabonais. Hein? Très bien. Vous lui parlerez d'Assala, et encore qu'Assala, dit-on, c'est une société suisse qui a avancé des fonds, et pour cette société, le Gabon n'a même pas encore déboursé. Et même Assala, dont on prend un exemple, n'est même pas encore une société tout à fait gabonaise. Parce qu'en fait, elle est bloquée par une société extérieure, une société suisse, dit-on. Et là, on a même apporté des preuves là-dessus. Donc, c'est pour dire que on amène les mêmes. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils vont faire le même travail aux côtés du président. Le président Chivachi, c'est M. Oligui, ils vont faire le même boulot parce qu'ils ne sont pas là pour le bien-être des Gabonais. Ce sont des fossoyeurs de la République. Ce sont des oligarques. Donc, ils ne nous apporteront rien. Donc, mais si mon président arrivait au pouvoir demain, et ça, je tourne toujours autour de ça, la restauration de l'autorité de l'État, la moralisation de la vie publique, sans lesquels rien ne marchera au sein de la République. Merci. Voilà. Bon, je voudrais premièrement dire que le constat qui est fait par mon aîné ici n'est pas du fait du président de la transition ou du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que moi-même j'ai été rapporteur général du conseil municipal de Libreville. C'est un constat qu'on faisait déjà. C'est très intéressant de parler, quand on dit commencer par les petites choses. Je voudrais rassurer mon aîné ici que des marchés sont en cours de construction. Il y a le marché d'Akanda que j'ai visité hier, très beau marché. Il y a le marché d'Olumi qui a été livré déjà. Ces marchés qui vont recevoir des femmes gabonaises parce qu'on estime, le candidat estime, le bâtisseur estime que les Gabonaises doivent vendre dans les meilleures conditions. Ce que M. Thira dénonce ou souhaite, ce n'est pas la construction de marchés. On peut construire les marchés, mais les remettre entre les mains de nos frères étrangers. Ce que je suis en train de dire, finalement, ces petites épiceries... Je suis en train de dire, monsieur, lorsque le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a pris sur lui de mettre en circulation 800 taxis, ces taxis étaient dédiés aux Gabonais et aux Gabonaises. Toute la politique qui est entreprise par le président, par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, est destinée au bien-être des Gabonais et des Gabonais. Je suis en train de dire que le marché d'Akanda qui se construit actuellement, sous l'impulsion du candidat bâtisseur, le marché d'Olumi qui a été livré et d'autres étals, 1300 étals sur le pays, tout ceci est à destination des femmes gabonaises. Parce que le candidat que nous défendons, et qui est le candidat du peuple, a compris qu'il y a une douleur à laisser les femmes gabonaises au bord de la route. Nous avons fait le constat, comme mon père Ntira le dit ici, lorsque nous étions au conseil municipal de Libreville. Près de 70% des places, sur un rapport de la Direction générale des impôts, des places au marché de Montbouet sont destinées à nos frères expatriés. C'est pour cela, parce qu'il ne faut pas non plus, quand on dirige un pays, faire des vagues. C'est pour cela que la construction de nouveaux marchés, ces marchés-là vont être destinés à nos femmes gabonaises. Et pour les petites choses de l'économie gabonaise,
J'ai parlé de 800 taxis, Gab. Mais lorsqu'on parle de taxi, on a l'impression que c'est juste une voiture qui circule. Mais un taxi Gab, c'est le retour en dignité de 800 Gabonais. Et nous savons très bien que dans notre pays, tout Gabonais qui travaille a à sa charge au moins 5 autres Gabonais. Donc si on fait le calcul, 800 multiplié par 10 divisé par 2, ça fait 4000 Gabonais qui bénéficient directement de cette politique d'un jeune, un taxi. C'est aussi la capacité de ces pères et mères de famille d'accompagner les enfants à l'école. Ces 800 taxis Gab ont un impact sur l'éducation des enfants. Et ces 800 taxis Gab ont un impact sur la capacité des hommes et des femmes qui sont en possession de ces taxis d'avoir une épargne, d'acquérir une parcelle, en plus de la politique d'un Gabonais, une parcelle qui est déjà mise en place par le candidat bâtisseur Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc en ce qui concerne la petite économie, très cher père, je tiens à vous rassurer, nous ne sommes pas opposés à qui que ce soit. Le candidat l'a dit, il a été clair, son problème c'est le chômage des Gabonais, son problème c'est la misère des Gabonais et nous allons y travailler. D'accord, on va parler de gouvernance. On va parler de gouvernance pour avancer. Monsieur Tira, permettez-nous. Oui, moi je voudrais revenir. Oui, allez-y en quelques secondes. Je voudrais revenir un peu sur ces taxis-là. Nous avons l'impression qu'au Gabon, il n'y a que la profession de taxi pour nos jeunes, qu'il n'y a que la profession d'entrer dans l'armée, comme s'il n'y avait pas autre chose à faire. Et encore que là, justement, ça fait partie de... Je voulais en revenir dessus parce qu'avant de prendre mon taxi pour me rendre ici en studio, je voyais justement un jeune qui me parlait de ce taxi dont on demande beaucoup plus au niveau du déboursement. Il semblerait que c'est même 3 fois plus que ces jeunes gens déboursent sur ces taxis. Donc cela dit, mon fils ou bien mon jeune frère, nous entendons ce discours-là. Moi, j'ai grandi un peu avec le régime des Bongo, père et fils. C'est-à-dire quand Bongo est arrivé au pouvoir en 1967 et même bien avant, on a vu toute cette vague de promesses. Moi, je n'y crois pas du tout. Hein? Ce sont des belles paroles. On nous a toujours, on nous chante des palinodies depuis des années. Et en fait, je voudrais dire aussi que vous avez le beau rôle avec votre candidat. Vous savez, quand on a la haute main sur la haute administration publique, quand on a la haute main sur toutes les institutions de la République, on peut triompher, comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Moi, je ne crois pas à ces beaux discours-là, parce qu'en fait, le Gabonais a toujours été dupé comme ça. Hein? Le même Gabonais, je vous donne un exemple, qui dénonce tout ce monde-là qui gravite autour du président Oligui, c'est le même Gabonais qui va aussi parfois applaudir quand il y a des meetings. Voyez-vous? Parce qu'il est dans une situation de désespoir. Il sait bien que ce type-là, il a détourné l'argent des fonds publics qui nous étaient destinés pour construire un hôpital. Et que cet hôpital n'a pas été construit, il ira quand même. Hein? Il sait bien que ce type-là, il est responsable des crimes, soit des crimes rituels ou d'autres crimes de sang, hein, et qui gravite autour du président. C'est le même Gabonais qui ira applaudir parce que le Gabonais est plutôt dans un désespoir vraiment sans nom. Donc, quand vous dites souvent aux Gabonais, de quel Gabonais s'agit-il? Je vais reprendre la main sur cette question. Je voudrais dire à mon père ici, je voudrais dire à mon père ici que le candidat bâtisseur, lui non plus, ne croit pas aux beaux discours. C'est pour cela qu'il ne s'inscrit pas dans les discours. C'est un homme du pragmatisme. Oui. Parce que lorsqu'on paye les rappels aux retraités, ce n'est pas un discours. On le fait. C'est un fait palpable et concret. Lorsqu'on disponibilise 26 500 postes budgétaires, ce n'est pas un discours. C'est quelque chose de palpable qui est fait. Lorsqu'on rachète, comme on l'a dit tout à l'heure, Tullow Oil, pour essayer de donner à notre pays une souveraineté dans un domaine qui est très stratégique, ce n'est pas un discours. C'est quelque chose qui est fait. Lorsqu'on reprend 35% des parts dans le plus gros distributeur alimentaire de notre pays, c'est qu'Agadis, parce qu'on voudrait avoir le contrôle. Ce n'est pas un discours, c'est quelque chose de palpable. Vous parlez de Delta Synergie. Donc je dis, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais moi je dis qu'il ne s'agit pas de discours. Le candidat bâtisseur n'est pas un candidat des discours. Si vous voulez des discours,
Il y a des candidats qui se positionnent comme étant des tchatcheurs. Alors, monsieur, nous sommes arrivés quasiment, messieurs. Nous sommes arrivés. Monsieur, malheureusement, monsieur Tira, s'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Le président Bongo aussi s'appelait bâtisseur en son temps. Monsieur Tira, s'il vous plaît, on ne vend pas la roue. Monsieur Tira, donc c'est en fait. S'il vous plaît, monsieur, nous sommes arrivés à la fin. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Tira, s'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette... Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais je vais vous donner l'occasion, s'il vous plaît, en 30 secondes seulement, à chacun de dire qu'est-ce qui finalement distingue vos différents candidats aux autres. Monsieur Dioumi, je vais vous donner la parole, on m'a donné l'occasion à l'ancien de conclure. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui Brice-Clotaire Oligui Nguema des autres candidats? D'abord, première chose, je suis d'accord qu'il conclue parce que c'est mon aîné. Non, je vous en prie. Non, je voudrais dire... S'il vous plaît, on va aller en 30 secondes. Nous ne sommes pas dans les discours. Le candidat bâtisseur veut restaurer et bâtir les infrastructures. Il veut bâtir la démocratie gabonaise. C'est quoi la différence entre lui et les autres candidats? Il veut bâtir l'économie gabonaise. Et il veut que chacune de ses actions puisse impacter le quotidien des Gabonais et des Gabonaises. Nous avons ce qu'on appelle les acquis de la transition. Chacun peut faire le témoignage d'un marché, d'une école qui a été construite, de... Monsieur Dioumi, s'il vous plaît, on n'a plus assez de temps. Tout ce qu'on veut, quand vous nous dites, qu'est-ce qui fait la différence entre votre candidat, c'est que les autres parts, les autres ont géré, ils ont mal géré, ils ont mis le pays en suffocation économique, politique et sociale. Les autres parlent, mais lui, il fait. Non seulement il fait, mais il a la vision d'encore plus faire pour les Gabonais et les Gabonais. Qu'est-ce qui fait la différence entre Joseph Lapensée Essingon et les autres candidats? La différence entre M. Essingon et les autres candidats est fondamentale. Allez-y, s'il vous plaît, 30 secondes. Non, pas 30 secondes quand même. Il a parlé plus de 30 secondes. On a plus assez de temps, monsieur Essingon est quelqu'un qui fait son entrée dans la politique. Il veut changer réellement le Gabon. Mais pour changer le Gabon, il a sa priorité. C'est ce que je ne cesse de vous dire. Tant qu'au Gabon, il n'y a pas de restauration de l'État. Et c'est ce qu'il dit. Et c'est vrai. S'il n'y a pas de restauration de l'État, s'il n'y a pas de moralisation de la vie publique, s'il n'y a pas de volonté politique, le Gabon ne changera pas, quel que soit celui qui va hériter du pouvoir demain au 12 avril. Donc, M. Essingon veut la restauration de l'autorité de l'État, la moralisation de la vie publique, et puis peut avoir une volonté politique parce qu'il est nouveau, il ne traîne aucune casserole, il n'est dans aucun parti politique. C'est la première fois qu'il met ses pieds dans la politique. Et les Gabonais ont besoin de quelqu'un de neuf comme ça. Et c'est pour cela que je fais appel à nos compatriotes. Vous avez besoin d'hommes nouveaux. Il est jeune, il a une cinquantaine d'années, donc vous avez un candidat qui ne traîne pas de casserole. Vous avez un candidat ambitieux pour votre pays qui veut vous rendre votre souveraineté politique, votre souveraineté économique, votre souveraineté sociale, votre souveraineté culturelle et aussi quelqu'un qui a un plan pour le sport, un plan et un projet pour le sport au Gabon. Merci, monsieur. Donc voilà un peu la différence monsieur Tira, merci à vous. Monsieur Essingon et les autres candidats qui traînent les casseroles, quels qu'ils soient. Merci à vous. Les tout nouveaux. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Tira. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du candidat Joseph Essingon Lapensée. Il y avait également sur ce plateau avec nous monsieur Diodoumi Mouba Sango, qui est lui le porte-parole du candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Le grand débat du soir, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement avec de nouveaux invités.